Pour accueillir le début du printemps qui arrive, je vous propose une méditation chaque jour autour du renouvellement, à retrouver gratuitement sur l'application Le Monastère. Merci pour votre écoute. Il y avait, dit-on, un vieux maître qui vivait dans une maison au bord d'une forêt. Un jour, un homme vint le voir de loin, avec beaucoup de questions sur la vie, sur le sens des choses, sur la manière d'être heureux. Le maître l'accueillit et lui proposa du thé. Il commença à verser dans la tasse de son visiteur et continua de verser même quand la tasse fut pleine, même quand le thé déborda sur la table, sur le sol, partout. L'homme stupéfait s'écria « Arrêtez ! La tasse est pleine, il n'y a plus de place. » Le maître posa la théière et dit simplement « Exactement. Comment puis-je te donner quoi que ce soit si tu arrives déjà plein ?» Je pense à ce conte chaque année, au moment où le printemps commence à se sentir dans l'air. La lumière qui revient et les premières fleurs qui percent la terre encore froide invitent naturellement à regarder ce que l'on a accumulé pendant les mois plus calmes. Pas seulement dans les placards ou sur les étagères, mais partout autour de soi. Il y a quelques années, j'ai entendu l'histoire de cette femme qui traversait une de ces périodes où tout semble se défaire en même temps. Une transition professionnelle, une séparation. Elle dit que ce qui avait le plus changé les choses était un week-end passé à vider son appartement. Donner les vêtements qu'elle ne portait plus, les livres qu'elle n'ouvrait plus, les objets offerts par des gens qui ne faisaient plus partie de sa vie. À la fin du deuxième jour, assise par terre dans une pièce presque vide, elle avait eu cette pensée claire et nette. Elle savait enfin ce qu'elle voulait garder. Vider ses tiroirs ne résout rien en tant que tel, mais l'expérience pointe vers quelque chose de réel. Il y a quelque chose de particulier dans le printemps, plus que dans les autres saisons. Il parle de transition, d'un état à un autre, de ce qu'on quitte autant que de ce qu'on retrouve. Et cette ambivalence nous pose naturellement cette question. Qu'est-ce qu'on emporte avec nous pour la suite ? Qu'est-ce qu'on emporte de notre mode de vie, nos relations, nos habitudes ? Le printemps agit comme un révélateur. Ce qui était tolérable dans la pénombre de l'hiver apparaît différemment sous cette lumière neuve. Un espace trop chargé, qu'on n'avait pas vraiment vu depuis des mois. Une lourdeur qu'on avait appris à ne plus remarquer. Un encombrement devenu invisible à force d'être familier. Ceci est le vrai nettoyage de printemps. Un geste d'honnêteté pour nous-mêmes, un moment où l'on regarde vraiment, plutôt que d'habiter par habitude un espace qui s'est alourdi sans qu'on s'en aperçoive. La question que l'on se pose en général quand on décide de faire du tri, c'est « Est-ce que j'en ai besoin ?» Et pourtant, elle ne va pas au fond des choses, parce que la réponse est très souvent non. Et pourtant, on finit par garder l'objet en question. Parce que le besoin n'est pas ce qui est en jeu. Ce qui est vraiment en jeu, c'est le lien qui nous relie à l'objet. Et les liens ne se mesurent pas en utilité. Voilà un exemple assez commun. Une connaissance me racontait qu'elle avait gardé pendant des années une veste qu'elle ne portait plus. Elle avait appartenu à une amie proche avec qui elle avait perdu contact. Cette veste ne lui tenait pas chaud, elle prenait de la place dans une armoire et elle prenait de la place dans sa tête, d'une façon légère mais constante. Chaque fois qu'elle ouvrait cette armoire, la veste était là. Elle n'y pensait pas vraiment, mais elle était là.
Le jour où elle s'est décidée à la donner, elle a été surprise de la simplicité de ce qu'elle a ressenti. Pas de tristesse particulière, pas de soulagement excessif, juste une légèreté tranquille. Comme si elle avait rendu quelque chose à l'endroit où ça devait aller. Et elle m'a dit quelque chose que je n'avais pas anticipé. Ce n'est pas parce qu'on garde un objet qu'on honore ce qu'il représente. Parfois c'est l'inverse. Ce qui est difficile dans le tri, ce n'est pas de reconnaître ce dont on n'a clairement pas besoin. Ça, en général, on le sait assez vite. Ce qui est difficile, c'est la zone grise des objets ambigus, ceux qu'on hésite à tenir ou à poser, ceux dont on reste d'une façon ou d'une autre encore attaché. Certains objets, quand on les prend en main, nous renvoient vers un souvenir précis, un livre dont on se souvient exactement du moment où on l'a lu et où on sait qu'on y reviendra, un vêtement que l'on porte vraiment, avec plaisir, qui fait partie de qui l'on est maintenant, un cadeau qui porte la trace d'une relation qui continue, d'un lien qui n'a pas perdu sa chaleur. Et puis, il y a ceux qui déclenchent non pas un souvenir, mais une vague culpabilité. Je devrais l'utiliser. Il m'a coûté cher. Ce serait dommage. Elle serait blessée si elle savait. Ces objets-là ne parlent pas de ce qu'ils sont. Ils parlent de ce qu'on craint. Ils sont tenus non pas par amour, mais par une obligation silencieuse. Et cette obligation, même silencieuse, nous pèse sans qu'on le remarque vraiment. Ce n'est pas une distinction facile à faire, parce qu'un objet peut porter les deux à la fois, une vraie mémoire et un vrai poids, un héritage qui compte et une culpabilité d'oser s'en défaire. Dans ces cas-là, la question n'est pas de trancher brutalement, c'est de se demander honnêtement si cet objet n'avait pas coûté ce qu'il a coûté, si personne ne savait que je l'ai, est-ce que je le garderais? Et si la réponse est non, alors ce qu'on garde, ce n'est pas l'objet. C'est la peur du regard de l'autre ou la difficulté à laisser partir ce qui a eu de la valeur. C'est déjà plus clair et c'est déjà plus actionnable. La vraie question n'est pas « est-ce que je veux le garder ?» parce qu'on veut toujours garder. Par défaut, c'est plus simple. La vraie question est « qu'est-ce que je ressens quand je le tiens dans les mains? Est-ce qu'il y a de la vie là-dedans ou est-ce qu'il y a seulement du poids ?» Lao Tse propose plusieurs images qui aident à penser les choses autrement. 30 rayons convergent vers un même moyeu. Et c'est le vide au centre qui permet à la roue de tourner. L'argile est modelée pour faire un pot. Et c'est le creux à l'intérieur qui lui permet de contenir. On perce des portes et des fenêtres dans une maison. Et c'est ce vide qui la rend habitable. Ce n'est pas une invitation au dépouillement, à se débarrasser de tout ce que nous possédons, loin de là. C'est une observation sur la façon dont les choses fonctionnent réellement. La roue n'a pas besoin d'être vide, elle a besoin que son centre soit libre. C'est différent. Ce qui doit rester peut rester. Ce qui doit partir doit pouvoir partir. Et si tout est retenu avec la même force, rien ne peut vraiment tourner. Vous avez peut-être déjà vécu ça. Entrer dans une pièce trop chargée, où chaque surface est couverte, où chaque recoin est occupé. On ne sait pas où poser les yeux. L'attention est sollicitée de partout, rien ne se distingue de l'ensemble. Et puis entrer dans une pièce où il y a de l'espace, une pièce qui respire. Ce n'est pas la même sensation dans le corps. L'espace transforme ce qui reste et lui donne une présence qu'il n'avait pas avant. Le printemps opère exactement ainsi. Pendant des mois, le paysage est dense, fermé sur lui-même. Puis le froid se retire,
la lourdeur de l'air change. Les premières pousses n'ont pas besoin de grand-chose, mais elles ont besoin de place. Sans elles, elles ne percent pas la terre pour s'épanouir à l'air libre. Chaque objet que l'on possède a un poids qui n'est pas seulement physique. Il y a les objets que l'on aime vraiment, qui nous nourrissent quand on les regarde ou qu'on les utilise. Et puis il y a les autres, et je pense que vous voyez exactement de quoi je parle. Ceux qu'on garde parce qu'on pourrait en avoir besoin un jour, parce qu'ils ont coûté cher, parce qu'ils ont été offerts et qu'on ne sait pas quoi en faire, parce qu'il faudrait prendre une décision pour s'en séparer et qu'on n'a pas l'énergie. Ils occupent de la place dans notre espace mental, comme des tâches non terminées. Il y a un moment, dans le tri, où l'on tombe sur ces objets ambigus, dont on ne sait pas quoi faire. Et je crois que c'est un bon moment pour s'arrêter vraiment. Pas pour décider immédiatement, mais pour observer ce qui se passe en soi. Parce que la réponse est souvent déjà là, dans le corps, avant d'être dans la tête. Un poids, une légèreté, un plaisir de retrouver ou un soulagement imaginé à l'idée de laisser partir. Parfois on découvre que ce qu'on croyait garder par affection, on le gardait en réalité par culpabilité. Ou que ce qu'on croyait garder par habitude, on le gardait parce qu'il tient encore à quelque chose d'essentiel. Le tri devient alors moins un exercice d'organisation qu'une conversation avec soi-même sur ce qui compte encore et ce qui a changé. Il y a aussi une autre catégorie, moins évidente, sur laquelle je voudrais m'arrêter. Ce sont les objets qui représentent une version future de soi. Le matériel de sport qu'on n'utilise pas, mais qu'on garde parce que cette année, on va vraiment s'y mettre. Les livres sur des sujets qu'on voudrait maîtriser un jour. Les habits qui attendent qu'on retrouve une silhouette d'il y a 10 ans. Ces objets-là sont chargés d'une espérance et il est difficile de les laisser partir parce que ça ressemble à abandonner une ambition, à trahir quelque chose qu'on voulait être. Mais il y a une distinction entre une ambition vivante et un fantôme d'ambition. Une ambition vivante s'accompagne d'énergie, de petits pas, d'une envie réelle, même si intermittente. Un fantôme d'ambition, lui, ne produit que de la culpabilité de ne pas avoir commencé, de ne pas avoir continué, d'avoir changé de direction. Et les objets qui le représentent ne nous poussent pas vers l'avant. Ils nous ancrent dans la distance entre ce qu'on voulait être et ce qu'on est. Les laisser partir, ce n'est pas renoncer à s'améliorer ou à évoluer. C'est simplement renoncer à se juger pour une version de soi qui n'existe pas. Et parfois, paradoxalement, c'est ce geste qui libère de l'espace, pas seulement dans l'armoire, mais dans l'énergie qu'on n'investit plus à se sentir en retard sur soi-même. Ces décisions-là ne peuvent pas être prises dans la précipitation. Elles demandent un peu de temps, un peu de silence et la volonté de regarder honnêtement ce qu'on trouve. Pas de jugement, juste de l'honnêteté. Il y a un concept en taoïsme, pu, que l'on traduit parfois par bois non taillé ou pierre brute. L'image est celle d'un morceau de bois avant qu'on y ait touché. Ce qui me frappe dans cette image, c'est qu'elle ne dit pas que le bois non taillé est supérieur au bois sculpté. La sculpture a sa place, la forme a sa valeur, mais il existe un moment, avant que la forme soit fixée, où toutes les formes sont encore possibles, où rien n'a encore été sacrifié au nom d'un seul choix. Et revenir à cet état de temps en temps, ne serait-ce que dans un coin de sa vie, c'est se rappeler
qu'on est plus que la somme de ce qu'on a accumulé. La terre qui sort de l'hiver ressemble à cela. Pas vide, elle est pleine de ce qui dort encore, mais libre de recommencer. Les arbres ne fleurissent pas en dépit de l'hiver. Ils fleurissent grâce à lui, parce que cette période de retrait leur a permis de rassembler ce qu'il faut pour éclore. Le vide n'est pas l'absence de vie, c'est souvent la condition de son retour. Certaines personnes vivent entourées d'objets qui ont tous une histoire, une place, une signification vivante, et leur espace est plein sans être encombré. D'autres ont besoin de presque rien pour se sentir elles-mêmes. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de lien. Savoir ce qu'on garde, pourquoi on le garde, et si ce lien est encore vivant ou s'il est devenu une obligation que personne ne nous a vraiment imposée. J'ai entendu un jour l'histoire de quelqu'un qui a hérité, à la mort de sa mère, d'une quantité considérable d'objets, des décennies de vie entassés dans une maison de campagne. Des meubles, des livres, des services de vaisselle, des boîtes de correspondance, des choses dont elle ne savait plus ni l'origine ni l'usage. Elle a passé plusieurs mois à trier. Et ce qu'elle m'a dit à la fin de ce travail, c'est qu'elle avait eu l'impression de mieux connaître sa mère à l'issue de ce tri qu'elle ne l'avait connue de son vivant. Parce que dans les objets qu'elle avait gardés, vraiment gardés, pas par obligation mais par choix, il y avait quelque chose d'essentiel. Une personne s'était révélée dans ses préférences, dans ce à quoi elle avait tenu jusqu'au bout. Et dans les objets qu'elle avait laissés partir, il y avait des chapitres refermés, des phases de vie terminées, des choses qui avaient eu leur importance. Elle m'a dit « J'ai compris que ce qu'on garde révèle qui on est et que c'est une responsabilité. » Cette phrase m'est restée. Ce qu'on garde révèle qui on est, pas seulement notre passé, mais ce qu'on choisit d'être aujourd'hui et ce qu'on veut continuer à être demain. Et faire ce choix consciemment, même pour des petites choses, même pour un vêtement ou une pile de magazines, c'est d'une certaine façon se rappeler à soi-même qu'on choisit, qu'on n'est pas seulement le produit de ce qui s'est déposé autour de nous par défaut, par paresse ou par habitude. Ce que le printemps offre, c'est simplement une occasion de regarder avec la curiosité de quelqu'un qui ouvre une fenêtre après l'hiver et regarde ce que la lumière révèle, ce qu'elle éclaire, ce qu'elle dépasse, ce qu'elle rend visible pour la première fois. Alors peut-être, cette semaine, un tiroir, une étagère. Prenez un objet en main, restez un instant avec lui et écoutez ce qu'il vous dit. Pas ce qu'il a coûté, ni qu'il a offert, ni ce que vous devriez en faire. Ce qu'il vous dit, maintenant, à vous, dans votre vie d'aujourd'hui. Si la réponse est vivante, gardez-le. Si la réponse est du silence ou un poids, peut-être qu'il est prêt à aller ailleurs. La tasse qui déborde ne peut rien recevoir. Mais une tasse à moitié vide est prête pour ce qui n'est pas encore arrivé.